Donc, je vais commencer tout simplement par une citation de Martine Roberge dans son ouvrage L'art de faire peur des récits légendaires aux films d'horreur. L'homme, d'où qu'il soit, est engagé dans un dialogue permanent et perpétuel avec la peur. La saga Cloverfield est un exemple concret de cette peur viscérale qui transparaît à l'écran. Le monstre prêt à surgir et qui nous traumatise, que l'on attend et qui cependant n'apparaît qu'à la toute fin ou partiellement, les cris et les courses haletantes des personnages, les multiples émotions qu'engendre la peur, les espaces clos rendant la mort certaine. Si aujourd'hui la saga Cloverfield a eu un impact considérable, cela est notamment dû au fait de sa campagne promotionnelle, et tu nous en parlais juste avant, Sébastien. Le principe également du found footage que tu as évoqué, la caméra retrouvée contenant des vidéos amateurs, devenu donc un genre populaire grâce notamment au film à petit budget The Blair Witch Project, réalisé par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick peu avant le début du millénaire. Si ce genre il est aussi prenant, c'est sans doute dû au fait qu'il réussit à projeter donc le spectateur à la place de celui qui filme et augmente ainsi le processus de la peur et de l'angoisse. Les sensations sont donc décuplées et le spectateur a tendance à s'immerger rapidement dans le scénario, se prenant parfois lui-même pour un membre à part entière du script. Là où le spectateur joue finalement un rôle primordial dans cette trilogie, c'est qu'il devient lui aussi le témoin de la revanche de la nature sur notre civilisation. Les monstres présents dans celle-ci ne sont autres finalement que des interprétations physiques et concrètes venues pour rétablir l'ordre dans une société corrompue, à l'image donc de la fête organisée pour le départ de Rob dans The Cloverfield, ou encore d'Howard le psychopathe et pédophile, ou bien Michelle qui quitte son mari au début du 10 Cloverfield Lane. Mais ces monstres, ils cherchent également donc à stopper les avancées humaines qui sont allées beaucoup trop loin, comme la recherche énergétique dans The Cloverfield Paradox, qui a provoqué sur Terre l'apparition d'une bête extraordinaire pour le coup, ou encore la modification de dimensions venant se heurter et modifier le cours du temps. Donc, volonté de véritablement éveiller les consciences, la saga Cloverfield provoque davantage une peur psychologique, nous amenant à réfléchir sur notre condition humaine et les désastres que l'être humain provoque sur Terre. Cela étant, ces disaster movies, corroborés donc d'un tenant horrifique, continuent de produire une peur grandissante au fur et à mesure que l'histoire avance, créant confusion, questionnement, angoisse, anxiété, peur, horreur, tant chez le protagoniste, chez nos protagonistes, que chez les spectateurs. La peur, elle est donc multiple et elle se manifeste sous diverses formes. Le monstre et l'inconnu, la fuite comme symptomatique du sentiment horrifique, les espaces clos avec la mort qui plane au-dessus de nos personnages. Donc, tout d'abord, ce sentiment de peur et d'effroi se traduit par l'omniprésence d'une menace qui reste toutefois insaisissable pendant une bonne partie des films. Que ce soit finalement dans le premier, deuxième ou troisième opus, les monstres qui sèment la terreur n'apparaissent que partiellement pour finir par se montrer globalement. Dès le début du film d'ailleurs de Cloverfield, les convives présents lors de la soirée organisée pour le départ d'Europe qui va partir au Japon se divisent à la suite du tremblement de terre qu'ils ont ressenti. Certains sont curieux et veulent monter sur le toit pour voir ce qui se passe, tandis que d'autres se résignent et ne veulent pas savoir ce qui les attend. Le doute est semé donc parcimonieusement autour de la question du monstre, que ce soit entre deux buildings laissant entrevoir ce qui semble être quelque chose de grand, ou encore au travers des médias qui relayent sans cesse l'information en continu, laissant apparaître la bête incomplète. De ce fait, donc, le spectateur a cette liberté finalement de pouvoir s'imaginer cette monstruosité tout en se souvenant subrepticement de toute la culture nippone dont tu parlais, Sébastien, et notamment du kaiju plus communément connu sous le nom de Godzilla, qui pourrait être un indice de ce à quoi ressemble le monstre. De plus, la queue gigantesque de celui-ci qui vient frapper le pont reliant Manhattan à Brooklyn conforte l'hypothèse d'un Godzilla moderne ou plutôt d'un retour de la bête venue cette fois-ci frapper l'hégémonie américaine. La peur donc chez le spectateur augmente donc par son imagination fleurissante qui lui permet de donner vie à son propre monstre puisque le visage ne nous sera révélé que plus tard. Qui plus est, on a aussi les multiples interrogations et affirmations des personnages. It was eating people, it was eating everyone, we don't know what we saw. C'était quoi? Je l'ai vu, c'était vivant, ce qui entraîne une hâte à connaître l'identité de ce qui est en train de bouleverser notre pays américain.
À cela s'ajoute le fait finalement que le spectateur est inséré totalement dans le scénario, puisque ses questions et ses affirmations lui donnent envie de répondre par lui-même. Moi aussi, j'ai cru voir quelque chose, je veux témoigner. Et ainsi tenter de résoudre le problème horrifique. Cependant, personne n'est capable de répondre à ces questions, soit par peur, soit parce qu'ils n'osent pas croire ce qu'ils sont finalement en train de voir. Et même si les médias finissent par dévoiler le visage du monstre, les spectateurs ont eu le temps de se cristalliser une image de peur et de la ruminer, créant tout un univers d'angoisse. On retrouve d'ailleurs ce système dans The Cloverfield Paradox. Le spectateur suit majoritairement l'histoire d'Ava Hamilton, qui est dans l'espace et qui se bat pour revenir vivre sur Terre, alors que son équipage et elle se sont retrouvés dans une autre dimension. Jusqu'à la dernière minute du film, nous ne savons pas ce qu'il se passe sur Terre. Tout au plus, nous savons que le mari d'Ava s'est confiné dans un bunker avec une petite fille qui sort des gravats parmi les décombres. Et l'apparition finalement du monstre en fin de film devient donc une surprise, puisque le spectateur ne s'attendait pas à le voir déjà si immense, et que la focalisation sur ce qui se passait dans le faisceau spatial lui a fait finalement peut-être occulter tout l'aspect effroyable qu'il y avait sur Terre. Alors que l'angoisse donc, que nous pouvions ressentir au travers de la claustration de l'espace était en train de redescendre dans l'espoir de voir Ava repartir sur Terre, le spectateur se sent donc désabusé et espère savoir ce qu'il adviendra des protagonistes. L'enjeu était donc de laisser une fois encore l'imagination prendre le pas sur l'image. Le cauchemar n'est pas fini, à vous de réfléchir sur ce qui va se passer. Mais cette peur de la bête, elle est en fait corrélée aussi par la peur de l'inconnu, puisque ce que nous ne connaissons pas tend à créer un sentiment de peur et d'angoisse. Dans la saga Cloverfield, cette peur de l'inconnu, elle se traduit par les nombreux chemins empruntés par nos protagonistes dans le premier opus. Tantôt les rues d'un New York plongées dans le noir et dévastées, tantôt dans des tunnels sinueux où la seule lumière provient du caméscope Dub, ou encore l'inconnu se révèle dans le 10 Cloverfield Lane et il prend deux formes, celle du personnage de Howard, un rustre bon vivant à tendance impulsive, qui cache quelque chose, mais aussi celle du dehors où l'air semble être devenu irrespirable. Dans The Cloverfield Paradox, la peur de l'inconnu, elle se manifeste quant à elle au travers de l'espace qui reste un lieu insaisissable, immensément grand, et où la possibilité d'autres dimensions n'est pas à écarter. D'ailleurs, le passage du vaisseau dans une autre dimension crée alors peur et angoisse, tant chez les protagonistes que chez le spectateur, soulevant nombre de questions. Où sont-ils passés? Qu'ont-ils modifié chez eux? Vont-ils pouvoir s'échapper? Cet inconnu laisse encore une libre cours à notre imagination qui intériorise les menaces que subissent nos héros. Ainsi, ces deux formes de la peur, elles se complètent et s'alimentent continuellement, poussant les personnages à fuir la bête, fuir l'inconnu, fuir leur vie, fuir les espaces clos. Et c'est dans cette deuxième partie que les espaces clos, et tu en parleras aussi un peu, Juliette, euh, ont une importance capitale. Tout d'abord, ils enferment et étouffent nos protagonistes, laissant place à des peurs obscures qui favorisent l'augmentation du stress et de l'angoisse. Que ce soit donc finalement dans des bunkers, dans des vaisseaux ou encore dans des espaces réduits et sombres, l'objectif est de créer un manque d'air chez le spectateur, tout comme chez nos héros, afin de déstabiliser, mais aussi de créer un état de malaise généralisé où la pression laisse sous-entendre qu'un happy end est inenvisageable et surtout que la fuite est impossible. Dans 10 Cloverfield Lane, cette sensation d'étouffement, elle est omniprésente dès le début. Michelle se retrouve attachée dans une cave, on ne sait pas où elle est et elle ne peut pas passer d'appel. La claustration montre donc l'horreur que vit notre héroïne dans les premiers instants, puisqu'elle n'a nulle part où aller. Condamnée donc au bunker, la pression s'intensifie lorsque le filtre à air notamment tombe en panne et qu'elle doit s'infiltrer dans les conduits pour le changer. Il y a donc à cet instant précis un resserrement de l'étouffement au travers de cette scène où l'espace viable se réduit petit à petit et dans lequel il ne faut pas rester coincé. On comprend donc bien tout l'enjeu, c'est que la solution la plus plausible sera celle de sortir afin de ne pas manquer d'air. Au travers du troisième opus, les troisièmes protagonistes, quant à eux, sont à l'écart de tout et loin de tout, enfermés depuis 694 jours, les uns avec les autres.
Donc entre tension et désaccord, il est logique que la claustration joue sur leurs nerfs. This dimension is eating us alive, annonce le capitaine Kill. Nos personnages cherchent donc à fuir systématiquement ces lieux qui les condamnent à une mort certaine. La fuite montre véritablement tout l'enjeu du sentiment de peur chez l'être humain. La peur, mais aussi l'angoisse, conduisent donc à une rupture, celle de l'acceptation d'une vie pour passer à la survie. Et c'est bien de cela, en fait, dont il est question dans ces trois opus, l'instinct de survie qui est mis en place en tentant de fuir l'horreur. On pourrait donc croire que la fuite ne serait qu'un moyen d'effacer un problème, comme le rappelle au début du 10 Cloverfield Lane le mari de Michel qui lui passe un appel. Fuir, c'est pas une solution, qu'il lui dit. Dès le début du deuxième film, le spectateur comprend que cet instinct primaire finit toujours par nous rattraper. En l'occurrence ici, Michel se retrouve projeté de l'écran dans un accident de voiture, rappelant ainsi qu'un problème que l'on tente d'occulter nous ramène à un autre problème, ici le bunker. Pour Rob et son groupe d'amis, ce sont les nombreuses courses haletantes qu'ils opèrent tout au long du film qui provoquent essoufflement, peur, panique, horreur, effroi. En effet, le found footage reste un vecteur indéniable de tous ces procédés horrifiques, puisque le spectateur positionné derrière la caméra et a fortiori derrière son écran et en sécurité, parvient lui aussi à ressentir ce besoin d'échapper à la réalité. Donc entre vision brouillée, cris stridents et souffle haletant, voire coupé, la peur augmente à la fois dans le film, mais aussi dans le corps de l'homme, donc nous, qui assiste impuissants au désastre. Et si la fuite donc semble être la solution, les fins des trois opus nous rappellent que finalement, on ne peut pas en sortir indemne. Alors que l'espoir gagne Rob et Hub, Bess et Lily lorsqu'ils vont prendre ce fameux hélicoptère pour les mettre en sécurité, celui-ci est propulsé au sol par le biais du monstre. L'horreur et la peur n'ont donc pas de fin puisque Rob et Bess savent désormais qu'ils n'en sortiront pas vivants. The Cloverfield Paradox, lui, s'inscrit également dans cette lignée. La fuite semble impossible, puisque la Terre elle est en train d'être détruite par un monstre, alors qu'Ava, qui était dans l'espace depuis le début du film, pense rentrer paisiblement auprès de son mari. Elle fuit donc l'univers stellaire qui était un lieu menaçant, pensant pouvoir revoir son mari, et finalement elle se retrouve dans un univers terrestre où la menace est peut-être encore plus terrifiante. Dans le cheminement, c'est une boucle sans fin où les personnages semblent pris au piège d'une spirale infernale qui ne veut pas leur accorder un moment de répit. On le constate aussi dans le deuxième opus où Michelle, notre final girl, se retrouve seule au beau milieu de nulle part, confrontée à des extraterrestres qui redeviennent une menace pour elle. Pensant que la situation effroyable qu'elle a vécue dans le bunker se finissait, elle prend conscience que finalement l'horreur est à la fois sous terre et sur terre. Et en cela, elle s'oppose malgré tout à la fin à sa première décision qu'elle avait prise en quittant son mari, fuir le problème, pour enfin montrer son cheminement, affronter le problème, puisqu'elle choisit d'aller se battre. Troisièmement, et ça sera la dernière chose que je vais évoquer, même s'il y en a beaucoup d'autres, le sentiment d'horreur et d'angoisse que créent les atmosphères des trois films participe au développement en fait de deux peurs, la peur extérieure et la peur intérieure. Les peurs relevant de l'externalité de la situation sont marquées par la lecture contemporaine des peurs de notre siècle. Le terrorisme, et tu en as bien parlé, Sébastien, notamment avec le 11 septembre 2001, je ne vais pas revenir dessus, tu l'as très bien expliqué. Et on repense notamment à cette fameuse tête de la Statue de la Liberté qui est propulsée et qu'ils ont filmée, ce qui est un moyen véritablement de cristalliser la peur. Donc c'est tout un symbole et tout un système qui vacille. Et qui plus est, même les grandes institutions se révèlent être dépassées. On pense notamment aux urgences de fortune qui sont installées un peu n'importe où, notamment dans le centre commercial souterrain, le gouvernement, mais aussi les militaires qui sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens. Ils s'effondrent et ils admettent d'ailleurs leur impuissance. Whatever it is, it's winning. Donc, c'est ce que confesse un militaire au groupe d'amis qui extrait nos protagonistes toujours à la recherche de Bess. Ainsi, en assumant leur faiblesse, ils montrent tout le désarroi, la peur et l'horreur qui s'est emparée de New York jusqu'au fondement même des institutions qui sont censées régir et protéger les citoyens américains. Dans les deux derniers films, il devient un danger encore plus psychologique et plus profond. Michel apprend dans le bunker que l'air est contaminé à l'extérieur et que personne ne peut sortir sous peine de mourir.
Confinée, elle se retrouve donc avec qu'une seule envie, forcément celle de sortir, et qui sera omniprésente tout au long du film. Même si, lorsqu'elle a voulu s'échapper, elle s'est rendue compte que ce n'était pas possible avec la décomposition d'une femme et d'ailleurs la belle représentation des deux porcs qui sont en train de se décomposer sur le côté du bunker. Dans le vaisseau spatial, l'extérieur est impénétrable puisque les chances de survie n'existent pas, qu'il est fort possible qu'il découvre une autre forme de vie. Finalement, si on pense à Mina Jensen qui arrive tout d'un coup comme ça dans le vaisseau, elle pourrait être la représentation de vie supérieure qui nous ressemble et qui nous effraie puisque nous ne connaissons pas les autres dimensions. Mais c'est aussi finalement le fait que les personnages principaux sont tenus au courant de la situation de la Terre qui se dégrade, où les Russes restent une menace grandissante pour les Américains, notamment autour de la question du pétrole. Donc la menace se renforce en devenant double et en intégrant directement les espaces personnels des personnages. Et là, je vais prendre simplement 10 Cloverfield Lane, qui est le plus parlant à mes yeux. Si l'extérieur effraie nos trois héros, il se trouve que l'horreur se cache dans un lieu clos. Tout d'abord, le trio est toujours source d'instabilité, jalousie, possession, rivalité, pour ne citer que ça. Le déséquilibre est donc déjà présent par le nombre de personnes confinées ensemble, et qui plus est, le personnage de Ward pose question et nous tendons à l'apprécier comme en avoir peur, à l'image de ces sautes d'humeur qui laissent planer un sentiment de gêne et de malaise, tant chez Emmett et Michel que pour nous. Il se révèle être une menace donc imposante et permanente, nous faisant nous demander quand va-t-il extérioriser sa bestialité et son instabilité. Après donc la découverte de la mort de Brittany, sa petite amie forcée, si on peut appeler ça comme ça, et surtout le meurtre d'Emmett par notre psychopathe masculin, le doute n'est plus possible et la peur réside dans le fait que l'on pense Michel condamné à vivre avec lui. Dès lors, l'horreur opère un mouvement intérieur provoquant insécurité, mal-être et angoisse. Finalement, personne n'est en sécurité, ni dehors ni dedans, et tout le monde semble vouer à une mort certaine, et c'est Juliette qui nous en parlera. In fine, la peur a un rôle primordial. Elle favorise les multiples interprétations des spectateurs, notamment sur le monstre, en se manifestant à l'extérieur et à l'intérieur, où la fuite semble la seule solution. Je vous remercie.